Instacart is on a mission to have you not leave the couch this basketball season. Because between the pre-game rituals and the post-game interviews, it can be difficult to find time for everything else. So let Instacart take care of your game day snacks or weekly restocks and get delivery in as fast as 30 minutes. Because we hear it's bad luck to be hungry on game day. So download the Instacart app today and enjoy $0 delivery fees on your first 3 orders. Service fees apply for 3 orders in 14 days, excludes restaurants. On est tout le temps ensemble, on fait la sieste tous les jours ensemble. On est tout le temps, on a 2 canapés, hein, mais on est tout le temps collés sur une moitié de un canapé quand on regarde des films ou quand on joue aux jeux vidéo. On est tout le temps ensemble. Et il y a plein de petits gestes qui commencent à apparaître. Et là, je les vois. Il y a un élément déclencheur. À un moment donné, il est sur Facebook, il parle à un de ses potes, et puis il prend un appel et il me dit « Réponds à mon pote, là, c'est une question de visuel pour l'album, réponds-lui sur mon compte Facebook. » Donc, je réponds. Et sur Facebook, quand tu reçois un message, quand tu es sur ton ordinateur, tu as une petite fenêtre qui s'ouvre en bas. Donc, moi, je suis en train de répondre à ce pote, et il y a une petite fenêtre qui apparaît. Et là, je vois, mon œil est attiré, hein, j'ai pas fouillé. Je tiens à le dire, je n'ai pas fouillé. Le message apparaît, et là, Marina répond à un message de Victor en disant « Ha ha ha, j'en étais sûre » ou quelque chose comme ça. Et en fait, en lisant l'amont de la conversation, je vois que le message avant qu'elle avait envoyé, c'était « Alors, il s'est toujours rien passé avec Estelle ?» Et la réponse de Victor, c'est « Non, pas pour le moment ». Et là, je me dis « Oula, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis dans un... Je suis où ? Je suis dans un rêve ? Je suis dans un cauchemar ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et je me dis, ok, donc moi, les réflexions que je commence à avoir là depuis quelques semaines, je suis peut-être pas toute seule à les avoir. Peut-être qu'il se passe quelque chose aussi dans sa tête à ce moment-là. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, je reçois à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert une rencontre qui l'a intensément marquée pour un jour, une nuit, quelques années ou toute une vie. J'espère que ces témoignages seront pour toi une source d'inspiration pour comprendre et vivre mieux tes émotions amoureuses. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, si tu veux t'inspirer, partager et échanger sur l'amour et les rencontres, rendez-vous sur Instagram et sur la chaîne YouTube @Crush le podcast. Confortablement installés, nous sommes, Estelle, dans mon salon. Tout à fait. Comment vas-tu ? Je vais très bien, merci beaucoup. Et toi, Marie-Charlotte ? Très bien, merci de me retourner la question. C'est bien normal. Estelle, tu vas me raconter une histoire qui a eu un démarrage un peu surprenant. Tout à fait. Est-ce que tu peux, avant que tu me racontes les détails de cette histoire, te présenter, s'il te plaît, en 5 hashtags ? Absolument. Comme je te disais, ça n'a pas été hyper facile de trouver mes hashtags, donc j'ai fait appel à mon environnement. Ouais. Le premier hashtag, c'est Allemande 307. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire ? Allemande comme amande en anglais, et 307 comme la Peugeot 307, la voiture, qui était ma voiture à l'époque où tout ça commence. Okay. Et ça a été le nom de mon groupe de musique. Groupe de musique qui va avoir un rôle certain dans l'histoire. Tout à fait. La musique. J'avais mis hashtag musique avant, mais je trouvais que Allemande 307, c'était mieux. La musique, c'est le fil conducteur de ma vie, depuis mes 5 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc, un hashtag très important pour moi. Le deuxième hashtag, c'est attentionné, qui a été donné par ma famille. C'est vrai que pour moi, les relations d'amitié, les relations familiales, c'est des choses qui sont importantes et dont j'essaye de prendre soin au quotidien. Animaux. Hashtag animaux, parce que les animaux, c'est vraiment ma passion. Ça n'a pas une grande importance, mais ça a son petit twist dans l'histoire aussi. Je suis assez engagée dans la protection animale. J'ai moi-même eu et j'ai encore des animaux et je les adore. C'est mes pépites. Donc, très important pour moi. Ma fille aurait pu choisir ce hashtag en tout premier. Et elle a absolument raison. Le 4e hashtag, c'est conteuse d'anecdotes. Alors, il faut savoir que à mon travail, j'ai remporté le trophée de la meilleure anecdote, sachant que les 4 personnes qui étaient nominées pour ce prix, c'était moi, les 4. Voilà, pour 4 anecdotes. Attends, raconte. 4 anecdotes différentes. Voilà, il y avait une anecdote sur quand j'ai dû refaire mon passeport, une anecdote d'une ex qui vient chez moi avec un de mes mecs et qui
passe le week-end. Incroyable. Ok. Dinguerie. Une autre anecdote sur quand j'ai monté le mont Fuji au Japon avec mes sœurs et qu'on a failli laisser notre peau. Ok. Voilà. Et la dernière anecdote, je ne sais plus ce que c'était, mais Attends, c'était... laquelle a gagné? C'est l'anecdote du mont Fuji Ouais. qui a gagné. Tu peux me la raconter en une phrase? En une phrase. On s'est préparé pendant 1 an pour monter le mont Fuji lors de notre voyage au Japon. On devait commencer l'ascension à 20h pour arriver à 3h du matin en haut et voir le lever de soleil. On a commencé à 22h passées parce qu'on n'a pas trouvé le bon chemin. On devait prendre un chemin et finalement on a pris un autre chemin qui était en fait le plus dur. Et on s'est retrouvés au milieu du mont Fuji à 2h du mat, épuisés, mes sœurs de 14 et 16 ans et moi, 20 ans, en train de se dire, en fait, on va crever sur le mont Fuji, quoi, globalement. Oh, punaise, qu'est-ce qui vous a sauvé? J'ai retenu au tout début de la randonnée, il y avait un petit panneau avec le numéro d'urgence que j'ai appelé au bout d'un moment. Que tu as retenu dans ta tête? Que j'ai retenu dans ma tête. Oh, okay. Voilà. Et que j'ai appelé et ils m'ont dit, bougez pas, on va vous envoyer quelqu'un. Et là, il y a une petite japonaise, il faisait peut-être 0, 2 degrés, tu vois. Et il y a une petite japonaise qui sort de ce qu'on pensait être un container vide derrière nous, qui est en fait un refuge. Elle sort en short, t-shirt, tongs et elle nous dit, venez dans le refuge. Ok. Et elle nous a sauvés. Mais c'était. Mais attends, est-ce que vous avez réussi à gravir le mont Fuji? Vous êtes arrivé au sommet? On n'a pas fini. On n'est pas arrivé au sommet. On a pas y retourner. Ouais. C'est c'est la grosse déception du voyage. Donc, on a dit, on le refera un de ces 4. Incroyable. Mais là, le trauma n'est pas encore passé. Là, ça fait 12 ans. C'est pas encore passé, quoi. Ah ouais, effectivement, c'est une belle anecdote. Voilà. Ok. Là, je te l'ai fait en très, très court, mais il y a des petits rebondissements. Je pense qu'on peut faire un épisode entier sur... demande à Inoxtag s'il veut t'interviewer, fais un truc, toi. Okay. Ouais, sur Crush, ça n'a pas tellement d'intérêt, mais c'est l'anecdote à gagner. Ok. Peut-être pour un podcast genre sororité ou entre sœurs, tu vois. Ouais, tout à fait. Oula, très oui. bien. Appelle la candidature. Alors, attends, il nous manque un autre hashtag, le dernier. Et le dernier hashtag, si je dis pas de bêtises, c'est développement personnel. Oui. Je fais partie d'une sororité donc de 3 filles. Et mes parents nous ont toujours éduqués en mode vous êtes des filles, mais vous êtes on top of the world et il n'y a pas de sujet, quoi. Donc, c'est on top of the world, mais pas on top of the Fuji. Non, ça, le Fuji, on repassera. Mais voilà. Donc, non, ils nous ont beaucoup. Quelle chance. Oui, ils nous ont toujours appris à se battre pour nous-mêmes. Ma vie, je l'ai toujours vécue ainsi, en essayant de me mettre. De prendre du temps pour moi, de prendre du temps pour me développer et de ne pas laisser. Venir entraver mon petit chemin, quoi. Ok. Et du coup, le développement personnel a une place importante pour toi aujourd'hui dans ta vie? Oui, tout à fait. J'ai un cahier qui s'appelle 50 questions auxquelles je réponds tous les jours. Chaque jour, il y a une question et c'est sur 1 an, en fait. Et chaque année, tu recommences du début le livre. Okay. Et donc, chaque année, le même jour, donc tous les 1er janvier, je réponds à la même question pendant 5 ans. Et ça, je trouve que c'est super intéressant parce que tu te vois vraiment évoluer. J'aurais fini ce cahier quand j'aurais 32 ans. Ok, donc, très bien. Et aujourd'hui, tu as 28 ans. Tout à fait. Avant de retourner à tes 20 ans, retourner aux prémices de l'histoire que tu vas me raconter, est-ce que tu peux me dire en quelques mots dans quel environnement familial tu as grandi? Tu m'en as un petit peu parlé avec tes sœurs et ce que vous ont inculqué vos parents. Est-ce que c'était une enfance que tu estimes heureuse, privilégiée ou pas? Est-ce qu'il s'est passé des choses particulières dans ton enfance? Et est-ce que le couple parental que tu avais sous les yeux t'a livré une vision de l'amour qui a pu influencer tes relations quand tu as commencé à en avoir? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que l'enfance que j'ai eue n'a plus rien à voir, ou plutôt mon présent n'a plus rien à voir avec l'enfance que j'ai eue. La seule variable constante dans toute ma vie, c'est mes 3 sœurs. Mes 3 sœurs, j'ai grandi avec elles. On a pourtant... Mes 2 sœurs, pardon, on est 3. J'ai 4 ans et 6 ans d'écart avec elles. Donc, plus jeune, c'est vrai que j'étais toujours un peu en décalé, bien qu'on s'est toujours très bien entendu et toujours beaucoup aimé. Mais on a commencé à tisser vraiment des liens quand elles sont rentrées un peu plus à l'adolescence. Et quand moi, je suis partie de la maison. Et là, c'est vraiment devenu mes meilleures amies. Donc, j'ai eu une enfance tout à fait classique. Classique, non. Je dirais privilégiée. Avec un papa et une maman qui nous aiment, qui prennent soin de nous, qui font tout pour nous, qui nous apprennent aussi des valeurs importantes, comme la valeur du respect de l'autre, du respect des convictions des autres, des opinions des autres, qui nous laissent évoluer et surtout nous donnent toutes les clés, en fait, pour faire ce qu'on a envie. À 5 ans, j'ai vu quelqu'un jouer de la flûte traversière et j'ai dit, je veux faire de la flûte traversière. Et 3 mois plus tard, j'étais inscrite au cours de flûte traversière.
Donc, ils cédaient pas à nos caprices, loin de là. Je pense pas qu'on ait été des enfants pourris gâtés. Par contre, on a été des enfants gâtés. Et on nous a toujours donné la possibilité de nous épanouir, en fait. Et ça, c'était génial. Quelle vision du couple de tes parents tu avais ? Un couple sain, qui s'aimait et qui travaillait. Un excellent couple parental, en fait. Okay. Un très bon couple parental. Et ça s'est prouvé, je pense, parce que moi et mes sœurs, on a bien grandi. Et voilà, le couple parental était assez... Mais je pense que je me suis jamais vraiment posé la question et que le couple de mes parents n'a jamais influencé ma propre vision de l'amour et des relations, en fait. Ça, je l'ai vécu vraiment un petit peu en autonomie avec mes copines, en partageant ça avec mes copines. Mais oui, c'était assez personnel. Je n'ai jamais projeté mes parents sur moi, mes relations, ou j'ai jamais idéalisé en me disant je veux ça. T'es partie tôt de la maison ? Non, je suis pas partie tôt. Je suis partie à 18 ans. Moi aussi, c'est tôt, moi, je trouve. Je suis pas partie très loin. Ouais, mais même. À 18 ans, je suis pas partie très loin. Je suis partie en internat pour faire mes études de prépa. Et je rentrais tous les week-ends. Enfin, j'étais pas si loin. Voilà, il me tenait un peu loin, mais c'est le début de l'indépendance. Hein. Ouais. Et à 20 ans, je suis vraiment partie. Et là, j'ai changé de ville et tout ça. Donc, Et est-ce que tu estimes qu'à ce moment-là, vers tes 20 ans, 18-20 ans, tu es une personne qui a confiance en elle ? Je pense que c'est à ce moment-là où je construis pour la première fois ma confiance en moi. Entre mes 18 et mes 20 ans, j'ai rencontré des personnes dans cet internat et dans mes études, dans ma prépa. J'ai rencontré une de mes meilleures amies que je considère comme ma sœur, qui dîne ce soir avec mes 2 autres sœurs, sans moi, et qui fait maintenant partie de ma famille quasiment de cœur. Et elle, on s'est tiré vers le haut, l'une l'autre. On s'est donné confiance en nous. Ça a été une vraie alliée dans cette période-là. J'ai pris confiance en moi à ce moment-là, et à 20 ans, quand je suis partie vraiment et que j'ai changé de ville, j'étais en toute possession, on va dire, de mes moyens pour une jeune fille de 20 ans. Quoi. Ok. Donc, septembre 2016, j'arrive à Bordeaux pour commencer mes études en école de commerce, très classique. J'arrive et il faut savoir que je quitte tout. J'habitais à Toulouse et donc je quitte mes amis de Toulouse, je quitte mon orchestre. La musique, je disais, c'était et c'est toujours une immense part de ma vie. Donc, je quitte mon orchestre, là où j'ai passé le plus de temps, en vrai, entre mes 14 et mes 18 ans, et même mes 20 ans. Et ma seule idée à ce moment-là, quand j'arrive à Bordeaux, c'est il faut que je retrouve un orchestre, il faut que je retrouve un groupe. Donc, j'arrive en septembre et je postule dans des harmonies, dans des orchestres, et ça prend pas trop. Loin de moi l'idée de dire que les Bordelais ne sont pas accueillants, surtout envers les Toulousains. Mais j'ai du mal. Petite bataille régionale. Pas du tout, je ne prends pas part là-dedans. Mais voilà, j'ai du mal. Et le temps passe, et j'arrive en décembre, je rentre chez mes parents pour Noël. Et là, je suis triste. Et je leur dis, ça fait 3 mois que j'ai pas trouvé, j'arrive pas à faire de musique. Je suis pas bien, l'école, c'est chouette et tout, je me suis fait des copains, c'est cool, mais la musique, ça me manque trop. Ouais. C'est trop difficile de vivre sans ça. Et mes parents me donnent peut-être le meilleur conseil qu'ils m'ont donné de leur vie. Ils me disent, écoute, s'il n'y a aucun groupe qui veut te prendre ou aucun orchestre, crée ton groupe. T'es dans une école de commerce où il y a je sais pas combien de milliers d'étudiants, tu vas bien trouver 2 pélos qui font de la guitare pour faire un groupe avec toi. Tu fais quoi comme instrument ? Alors moi, je fais de la flûte traversière originellement et je m'étais mis depuis quelque temps au chant. Ok, tu chantais. Je chantais. Donc moi, c'était soit flûte traversière dans un orchestre, soit chant dans un groupe. Oh, okay. Et je dis, c'est vrai ça, pourquoi finalement je créerais pas mon propre groupe ? Donc les vacances se passent et le 31 décembre 2016, je décide de poster un message dans Facebook, c'était grave encore l'époque de Facebook, dans un groupe Facebook qui s'appelle Les musiciens de Cage. Donc, qui est mon école. Okay. Et je me dis, quitte à, autant le faire dans un groupe avec des gens qui sont dans la même école que moi, ce sera encore plus simple. Au moins, je sais qu'ils ont mon âge, un peu mon parcours, tout ça. Et donc, je poste ce message et je reçois 2 messages privés. Le premier me disant, salut, je fais de la guitare, je suis chaud qu'on se rencontre. Et le deuxième qui me dit, salut, je fais de la batterie, est-ce que tu as l'accent toulousain quand tu chantes ? Je me dis, oula, ok, d'accord. Bordelais. L'histoire racontera que non. Je n'ai toujours pas réussi à me faire pote avec des Bordelais. Mais je réponds à ces 2 personnes et je leur dis, écoutez, là, je suis chez mes parents, mais quand je rentre à Bordeaux, on se fait une bouffe chez moi, on se fait un apéro et on en discute.
Donc, quelques jours plus tard, on passe en 2017. Je rentre dans mon appart bordelais et je leur dis, venez, on prend un point ensemble et on se rencontre. Et donc, arrive ce soir-là, et ces deux garçons, Victor et Tom, viennent chez moi et la soirée se passe super bien, ça match super bien avec eux. Un guitariste, un basseur, une chanteuse, c'est le point de départ de tous les groupes de rock indé. Donc on se dit, c'est parfait. Tom nous dit, moi j'ai un autre pote qui peut venir faire de la basse. C'est parti. Une semaine après, on a notre première répète. On trouve un lieu pour répéter qui est incroyable. Et du coup, on se dit, let's go, on se le tente. Et c'est là que vous trouvez le nom de groupe ou pas ? Alors, à l'issue de cette première répétition, donc on va répéter tous ensemble. Trop chouette. Et à l'issue de la répétition, on s'installe tous dans ma voiture qui est une Peugeot 307 SW 7 places. Donc, j'ai un énorme tank pour une étudiante. Une étudiante de 20 ans qui vit seule. Il s'avérera que la voiture a son intérêt. Après, quand on part jouer et qu'il faut embarquer la batterie c'est quand même très simple, très pratique. Et on se pose. Tom, le guitariste, sort un paquet d'amandes. Et on commence à se manger les amandes en disant, c'était super cool. Qu'est-ce qu'on fait ? À ce moment-là, on décide de se lancer et faire un groupe ensemble. Et le soir même, Tom crée un groupe Facebook pour qu'on puisse parler des chansons qu'on a envie de reprendre et tout ça. Et il appelle le groupe Facebook Allemande 307. Okay. En lien avec le petit snack qu'on a eu dans ma voiture l'après-midi. Donc, je vois ça et je suis hyper contente. Parce que là, tout s'aligne. Le dernier petit truc qui manquait pour que ma vie soit parfaite arrive. Et c'est trop bien, et on commence les répètes. Et très rapidement, après les répétitions, le batteur passe de plus en plus de temps avec moi. Enfin, on passe de plus en plus de temps ensemble. On se rend compte qu'on est dans la même promo. Les autres sont pas forcément dans la même promo que nous, même s'ils sont dans la même école. Le batteur, il habite à quelques centaines de mètres de chez moi. Et on s'entend bien, en fait. On s'entend super bien, au-delà de la musique. Et il passe du temps chez moi. Je me souviens, la première fois qu'il vient chez moi, il me dit... je viens, on fait des sushis. Je dis ok, pas de souci. Est-ce que c'est lui qui avait posé la question est-ce que t'as l'accent toulousain ? Oui. Quand tu chantes. Exactement. Donc, après débrief, il s'est rendu compte que je n'avais pas l'accent toulousain quand je chantais et encore moins quand je chantais en anglais. Mais on l'entend, t'as pas d'accent toulousain là. Mais j'ai pas tellement l'accent toulousain de base. Non. Mais voilà, mais pour lui, c'était très très important. Apparemment. Voilà. Avec ce batteur, il s'appelle comment ? Victor. Et donc, l'année 2017 continue son cours. On répète beaucoup. On passe de plus en plus de temps à répéter ensemble, à passer du temps ensemble, à boire des coups ensemble. Avec Victor, on est tout le temps ensemble, en fait, parce qu'on va en cours ensemble, on fait de la musique ensemble, on est en asso ensemble aussi à l'école. Enfin, on fait plein de choses liées à l'art, liées à la musique, et puis même, on est amis ensemble, quoi. Donc c'est vraiment une année où je m'épanouis pleinement. Victor est un ami. Victor est un ami. Et ton meilleur ami, tu dirais ? Et un de mes meilleurs amis, okay. Ouais. Et très vite, en fait, on va être super proches, à tel point que les gens nous disent les frérots, vous êtes très, très proches quand même. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps ensemble, qu'est-ce qui se passe ? Et nous, on dit, rien. Enfin, on a le droit d'être amis, quoi. Et moi, à ce moment-là, je suis piquée. Et je dis, en fait, si vous croyez pas à l'amitié homme-femme, c'est votre problème, vous êtes immature. Moi, Victor, c'est comme mon frère, donc en fait... rester en dehors de ça, quoi. Qu'est-ce qui fait que votre amitié, elle marche ? Elle prend et elle est aussi fusionnelle ? Parce que c'est un peu ce que j'entends derrière ce que tu dis. Ouais, elle est complètement fusionnelle à ce moment-là. Honnêtement, ce qui fait ça, c'est que on se pose aucune question. En fait, on est tous les deux hyper libres. On vient tous les deux de partir de chez nos parents. On apprend tous les deux ce que c'est que la vie d'adulte et de pouvoir faire ce qu'on veut. Et on a plein de points communs. On aime les séries, on aime la musique, on aime les animaux, on aime plein de trucs, on aime les jeux de société. Et en fait, juste, on s'entend bien, on se marre de fou. Et on se dit, mais personne ne peut nous empêcher de passer du temps ensemble. Je suis célibataire, il est célibataire. Et en plus, la question ne se pose même pas, puisque à ce moment-là, vraiment, il n'y a pas de sujet. Il n'y a aucune ambiguïté. Vraiment. Et en fait, il y a un soir où Victor est chez moi, comme quasiment 5 soirs sur 7 de la semaine. Donc, on est ensemble et il se fait tard. Et je lui dis, écoute, si t'as la flemme de rentrer, t'es à vélo et tout, tu sais quoi, tu peux rester dormir ici, il n'y a pas de souci. Moi, je suis étudiante, j'ai un studio, quoi. Donc, mon lit, il est à 50 cm de mon canapé. Il me dit, ok, pas de souci. Je lui dis, je vais juste me préparer, me changer dans la salle de bain. J'y vais, je reviens. Le mec est dans mon lit, la couette, le petit bouquin, et il est prêt à dormir, quoi. Je dis, mais tu fais quoi, en fait, exactement, là ? Il dit, je dors. Je lui dis, tu dors pas sur le canapé ?
Je dis, bah, excuse-moi, t'as un lit double, le canapé, il est pas top confort non plus, donc non, je vais me mettre là. Je dis, écoute, ok, faire. Donc, on se couche et on dort, et il ne se passe absolument rien, puisqu'il n'y a pas d'ambiguïté. Et je dors avec Victor comme j'aurais dormi avec ma meilleure pote, avec ma sœur. Il n'y a pas de sujet. Et en fait, là marque vraiment le début aussi d'une relation que les gens ont du mal à comprendre. Et donc, le fait que Victor vienne passer la soirée chez moi, ça se répète. Qu'il dorme chez moi, ça se répète. Et voilà, et en fait, on est juste à ce moment-là, on est tout le temps ensemble. Ok, et quand tu dis qu'il n'y a pas d'ambiguïté, ça veut dire que vous en parlez ou pas de ça? Est-ce que c'est, t'as vu, tout le monde dit qu'en fait on est ensemble, mais voilà, nous on sait très bien qu'on est que amis, etc. Vous en parlez ou Même c'est même pas. pas un sujet? C'est même pas un sujet. Juste quand les gens nous disent ça et qu'on est tous les deux, on dit allez, arrêtez, wesh. Ok, Et c'est tout, quoi. ok. Oui, mais vraiment, ce n'est pas un sujet. Et donc, et ça intervient, ça fait 3 mois qu'on se connaît, quoi. Donc c'est vrai qu'avec le recul, tu te dis, les gens, ils étaient pas non plus fous. Je comprends avec le recul que les gens se soient posés des questions parce que on est devenus amis très forts, très vite. Et bon, l'année se déroule tranquillement, on passe l'été, on est toujours en contact. On arrive en septembre 2017, donc ça fait maintenant 1 an qu'on est à l'école. Nous, on passe une année au-dessus, les nouvelles recrues arrivent, et on continue notre groupe, on continue notre petite vie telle qu'elle a commencé en 2017. Et là, Victor rencontre une nouvelle fille Ouais. qui arrive à l'école, donc qui est dans la promo d'en dessous, et il disparaît. Ah. Il disparaît. Avant, on passait 3, 4, 5 jours ensemble par semaine. Et là, je passe 1 semaine, 2 semaines. Bon, je le vois lors des répétitions, mais bon. Puis un jour, au bout d'1 mois, je l'appelle et je dis: «Est-ce que tu peux venir chez moi et tout?» Il me dit: «Ouais, j'arrive». Donc il vient. Et là, je lui dis: «Bon, c'est quoi le souci, quoi? Parce que moi, je veux bien que tu as ta nouvelle meuf et tout, ses débuts, machin, mais on passe quand même de on se voit tous les jours à on se voit plus du tout, 0». Et là, il me dit: Ouais, alors, on a un petit souci, c'est que ma meuf, elle t'aime pas trop, quoi». Et moi, honnêtement, je tombe des nues. Je dis: «Mais pourquoi?» Je veux dire, je lui parle, à chaque fois que je la vois, je lui parle. Enfin, j'ai l'impression qu'on s'entend bien. Enfin, quel est le problème? Et là, il me dit: je pense qu'elle elle apprécie pas trop la façon dont on est amis». Et là, je me braque. Et là, je dis: «Ah ouais? Bah, écoute, c'est pas ma faute si elle est immature, en fait. Parce que moi, je suis amie avec toi depuis presque 1 an maintenant et il y a jamais eu d'ambiguïté, il y en aura jamais, je vois pas où est le problème». Et donc, elle est jalouse, à juste titre, parce que c'est vrai que les gens nous disent à ce moment-là: «Les gars, Victor, il dort chez Estelle 3 fois par semaine dans son lit. Moi, je suis la meuf de Victor, ouais, je le prends pas hyper bien, quoi». Et moi, je bloque là-dessus et je dis: «Mais non, je vois pas où est le problème». Et Victor, il introduit la façon dont il parle du sujet quand il dit que c'est sa copine qui est embarrassée ou gênée par votre relation. Lui, il regrette cette situation parce que vous pouvez plus vraiment vous voir, en fait, ou en tout cas pas comme vous voyez avant, ou il comprend qu'elle se pose ces questions. Enfin, quel était son état d'esprit à lui? Victor, c'est à ce moment-là, il se laisse porter. Ok. Il se laisse voguer. Donc sa Ouais. meuf lui dit: «Oui, j'aime pas trop que tu passes du temps avec Estelle et tout». Bon, il arrête un peu de passer du temps avec moi. Puis moi, je l'appelle et je lui dis: «On passe plus de temps ensemble, donc en fait, tu t'expliques ce qui va se passer». C'est que soit on dit qu'on est amis, OK, on lève un peu le pied, on n'est pas obligé d'être tous les jours H24 ensemble, mais on continue à se voir comme des amis, soit on n'est plus amis. Mais il faut faire un choix. Moi, je suis pas amie avec un fantôme. Et à ce moment-là, il me dit: Ouais, non mais t'inquiète pas, je vais lui parler, je vais mettre les choses au clair et tout, et on est amis». Et là, les choses reprennent. Mais les choses reprennent comme avant, en fait. C'est-à-dire que vous voyez toujours autant qu'avant. On voit toujours autant, il dort chez moi, sa copine n'est pas contente. Et à ce moment-là, il me dit: «Moi, personne m'empêche de faire ce que je veux. Je suis pas en train de la tromper, je suis pas, enfin, je passe juste du temps avec ma pote. Donc personne m'empêche de faire ce que je veux. Et si ça lui convient pas, tant pis». Je me mets un peu à la place de la meuf, j'essaye du coup. Oui, moi aussi. A posteriori, tu te dis, mais moi, à ce moment-là, je suis en mode, ouais, t'as grave raison, frérot. Et évidemment, je vois mes intérêts avant tout. Puis Victor est mon ami, donc j'ai pas du tout envie de plus être avec lui, quoi. Enfin, de plus traîner avec lui. Ouais. Mais j'ai déjà eu ce genre de discussion. Il y a la question de l'amitié homme-femme qui est une vraie question. Est-elle possible? Est-elle impossible? Moi, j'y crois à fond. J'ai plein d'amis mecs, alors c'est pareil. Par contre, je dors pas chez eux, quoi. Ouais, Ou ils mais moi, dorment j'y pas crois chez à fond moi. aussi. Ouais.
Moi, j'y crois à fond aussi. Et à ce moment-là, j'y crois très fort. Et envers et contre tout, on va dire. Et ouais, et donc, elle est pas contente. Le temps passe, l'année se déroule. Et moi, mon quotidien redevient celui d'avant. J'étais pas dans leur couple, donc je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais que c'est tendu. Entre Victor et elle, c'est tendu. Et voilà, après moi, j'ai été piquée. Donc aussi, j'en joue. Et j'ai envie de faire transparaître le fait que Victor, c'est mon pote et je vais pas laisser tomber comme ça. Donc moi, je me pointe chez Victor à 22h pour boire le thé. Ça me pose aucun souci alors que ça me fait là. Enfin, il y a des moments aussi où je suis... Tu provoques un peu. Je provoque un peu et puis je dépasse aussi un peu volontairement les limites. Et plus je fais ça, plus je me rends compte que la personne dont Victor prend le parti, c'est moi. Donc j'ai aucun intérêt d'arrêter. Donc ça se passe, on fait notre année 2017-2018, notre année scolaire, et on part ensuite dans le cursus de l'école, on doit partir en césure. La césure, c'est un an de... à l'étranger. Voilà, on part, on fait des stages, on part à l'école, on part de l'école et on part. Et donc à ce moment-là, Victor part à Dakar pour faire un semestre en université à l'étranger, et moi je pars à Londres. Donc Victor est toujours avec sa copine à ce moment-là. On part chacun de notre côté et c'est dur pour moi parce que je pars dans une ville où je vais être toute seule. Je me sépare de Victor, mais je me sépare aussi de tous mes autres copains du groupe, parce qu'à ce moment-là, on est 5 dans le groupe. Et bon, on parle de Victor, mais il y a toujours mes 3 autres très bons amis avec qui je passe aussi énormément de temps. Et le groupe s'arrête, fatalement, puisque eux, ils partent faire leur vie. Et moi, je pars à Londres et Victor part à Dakar. Et voilà, on peut plus répéter, on peut plus faire de concerts. Donc, ça s'arrête. Et très, très rapidement, donc moi, je suis à Londres et je dis à Victor, franchement, c'est dommage et tout, on fait plus de musique. Et Victor, il me dit, mais si, on va faire de la musique. Tu sais quoi, je me suis acheté un petit clavier que je branche à mon ordi et je vais essayer de faire des trucs sur l'ordi et on va réussir à faire de la musique. Je vais t'envoyer un peu des musiques que je fais sur l'ordi et toi, tu vas essayer de chanter dessus. Et ça me donne un peu d'espoir. Ça me donne du baume au cœur. Et en fait, pendant toute cette année, on va faire ça. Il va composer des choses, il va me les envoyer. Moi, je vais dans des studios, j'enregistre par-dessus, je lui renvoie, il mixe. Et donc, en fait, on continue à faire de la musique ensemble alors qu'on est séparés par des milliers de kilomètres. Et ça nous tenait tous les deux très à cœur. Je pense que notre amitié, elle est restée intacte et elle a évolué grâce à ça, grâce à la musique, en fait. Tout était parti de là. Et donc, il revient de Dakar 6 mois plus tard, il fait son stage à Lille, moi, je suis toujours à Londres. Et il me dit, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu, je vais venir te voir à Londres. Et là, drame. Sa copine lui dit... Il est toujours avec la même fille. Il est toujours avec la même fille. Et sa copine lui dit, mec... Tu viens de rentrer ? Tu viens de rentrer et tout. Si tu vas à Londres voir Estelle, c'est terminé. Ah, putain, l'ultimatum. L'ultimatum. Et Victor lui dit, alors je ne sais pas en quel mot, mais globalement, il lui dit, moi, je vais voir Estelle. Tu fais ce que tu veux. Et il vient me voir. Il vient me voir, je book des sessions d'enregistrement en studio, et on passe 3 jours à faire de la musique dans un studio paumé à Notting Hill, sous les rails du métro, enfin vraiment au lieu de visiter Londres, globalement. On fait de la musique ensemble, on kiffe, il repart. 1 mois plus tard, il me dit « je reviens ». Et en fait, notre amitié, elle continue comme ça, elle continue grâce à ça. Pendant que je suis à Londres, pour moi, c'est un peu difficile. Je passe pas un très bon moment. Tu restes 1 an ? Je reste 1 an sur place et je l'appelle tous les jours. Et il faut savoir que Victor, ça c'est un petit truc qu'il faut comprendre. À ce moment-là, il est injoignable en permanence. Le téléphone, c'est pas son truc. Les appels, c'est pas son truc. Les textos, c'est pas son truc. Nos potes m'appellent pour pouvoir lui parler. Parce qu'ils savent qu'il y a une chance sur 2 qu'on soit ensemble. Donc je suis clairement sa secrétaire. C'est la blague de tout le monde. C'est j'appelle la secrétaire de Victor. Très bien. Et moi, je l'appelle tous les jours. Et il me répond tous les jours, sans faute. Toi, à ce moment-là, tu dis toujours pas que c'est chelou. Vous êtes amis. Non. Okay. Moi, je dis c'est mon meilleur ami, donc normal qu'il me réponde. Okay. Je suis même, quand il me répond pas, scandalisée. Donc non, pour moi, c'est mon meilleur pote, il n'y a pas de souci. Et je lui dis même, on va revenir à Bordeaux. Donc au bout d'1 an, on doit retourner à Bordeaux pour finir nos études. Donc on arrive en septembre 2019. Quand tu veux lui dire coloc. Je vais lui dire coloc, ouais. Je vais lui dire, pendant 2 ans avant qu'on parte en césure, t'étais tout le temps chez moi, viens, on fait coloc. Il me dit, meuf, évidemment, je suis méga chaud. Donc, on trouve un appart exceptionnel de 75 mètres carrés, trop bien placé,
chacun une super grande chambre, un immense salon où on installe tout notre bordel de musique, les enceintes, le piano, parce qu'on a investi dans des trucs. Toute la musique qu'on a fait ensemble pendant Londres, en fait, on se dit, on va en faire un album. Ouais. Et donc là, on se dit, on se met en coloc, on fait un album, et c'est le projet de l'année, de la dernière année. C'est génial. Ah ouais, non, franchement, c'est trop bien. Et donc, on s'installe. Alors, j'ai quand même oublié de dire que juste avant d'arriver sur septembre 2019, la copine de Victor lui dit, écoute, moi, je peux plus. Juste, en fait, je peux plus. La relation que tu as avec Estelle, entre autres, c'est compliqué. J'arrive pas à le gérer. Et vraiment, je pense que vous êtes tous les deux en plein rêve, quoi. Genre, En plein rêve ou en plein déni, elle dit. Elle dit, j'en sais rien ce qu'elle dit exactement, mais le fond du message, c'est vous êtes dans le déni, quoi. Enfin, Ok. et moi, j'ai des petites amourettes, je côtoie des mecs et tout, mais dont je m'en tape un peu, quoi. Ok. Enfin, globalement, je suis contente, hein, je les aime bien et tout, il y a pas de souci, mais C'est pas sérieux. non, T'as pas une seule histoire sérieuse. non. Ok. Du coup, Victor se sépare Ouais. et on redevient tous les deux célibataires. Et vous habitez donc là, Et vous êtes en coloc. et là, on se dit, mais aucun problème à ce qu'on soit en coloc. Plus duo artistique. Plus duo artistique, plus on finit nos études ensemble, plus... Donc vraiment, le truc nickel. Donc on arrive en coloc, et moi, j'ai pas passé une année hyper saine à Londres, et je reviens un peu brisée. Et je reviens plus du tout sûre de moi, plus du tout confiance en moi. J'idéalisais cette ville, j'idéalisais cette vie, Ok. je voulais y aller. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme Ok. prévu, et c'est un peu le... Tu sais, faut pas rencontrer ses idoles. Et ben la ville dans laquelle tu rêves d'aller, faut pas y aller. Faut pas y aller vivre, faut y aller qu'en vacances. Mais Ok. du coup, ça se passe... Il y a des choses super qui m'arrivent là-bas, mais il y a aussi des choses difficiles. Ok. Et voilà, il y a peut-être le contre-coup de choses que j'ai vécues par le passé qui font que moi, à ce moment-là, je suis pas bien. Je vois une psy, je suis suivie, je fais une petite thérapie sur moi-même. Et on se met en coloc. Et je commence à avoir des comportements bizarres. Je commence à être un peu possessive, jalouse, très émotive. Et Victor me soutient du mieux qu'il peut là-dedans, mais je suis pas le cœur de la fête à ce moment-là. Ok. Je suis pas... Voilà, donc je reste beaucoup à la maison. J'ai qu'une envie, c'est de faire de la musique avec Victor. Dès que lui, il a pas envie, je suis en mode « Mais pourquoi t'as pas envie de faire de la musique ?» Donc, je prends tout hyper perso. Je suis pas au top à ce moment-là. Et donc, je vois cette psy et je lui raconte tout ça, que je suis pas très bien et tout. Et la seule chose qui est positive dans ma vie à ce moment-là, et du moins ce que je raconte à ma psy, c'est mon coloc. Victor, ah là là, Victor, heureusement qu'il est là, parce que c'est mon soutien, il m'aide tellement. Et elle me dit oui, ok. Et puis je dis oui, les gens, et puis la copine de Victor, elle m'aimait pas, alors que nous on n'était que amis. Elle est là, oui, ok. Puis elle m'écoute, et puis bon, elle m'aide progressivement aussi à prendre conscience de pourquoi je suis si mal, en fait. Quelques temps plus tard, je dirais début janvier 2020, Victor rencontre une nouvelle fille et se met très vite avec elle. Et là, ressort, j'ai dit hashtag attentionné avant. Là, c'est hashtag énorme sorcière. Oh, toi, tu te transformes Ouais. en sorcière. Moi, je suis imbuvable avec elle. C'est-à-dire que elle est pas du tout dans la même dynamique que la première copine de Victor de l'histoire. Elle est vraiment en mode Estelle, c'est la coloc et la super pote de Victor. Il faut que je m'en fasse une amie. Et donc, Ok. elle veut essayer d'être amie avec moi. Et moi, quand je te dis que je suis une sorcière, c'est que quand elle vient chez moi et qu'elle me parle, je ne lui réponds pas. Oh. Je crée une ambiance dans l'appart qui est horrible. Et elle est hyper gênée. La seule fois où je lui ai adressé la parole, je crois, c'est quand elle a pris ma tasse pour se faire un café. Je lui ai dit, mais t'as pris ma tasse là? Ah ouais. Et je suis pas sympa. Il réagit, Victor, j'imagine. Pas Pas trop. Ah non, lui, il dit, oh. Lui, pas trop. Il est pas sympa pour sa meuf, quand même. Pas sympa. Mais à aucun moment, il vient me voir et il me dit, Ça va pas. T'as déconné là. T'abuses, ouais. T'abuses de fond. Ok. À aucun moment. Il Ok. me protège. Il me trouve des excuses. Est-ce que pas bien en ce moment? Oui, bon, ça va, il parle pas trop avec ma copine, mais bon, c'est pas si grave. Et puis du coup, il se voit ailleurs. Bon. Ok. Mais moi, juste le fait qu'elle soit là et de la croiser dans le couloir, ça me tend, quoi. T'en parles à ta psy? J'en parle à ma psy. On me dit, et alors, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Je lui dis, j'en tire comme conclusion que c'est pas la bonne meuf pour Victor. Hein. Je suis désolée, quoi. Et elle me dit, c'est ça la conclusion? Ok. Je pense qu'elle espérait entendre autre chose. Je pense qu'elle espérait entendre autre chose, ouais.
14 mars 2020. Ah, on est à la veille d'un petit événement interplanétaire. Ouais. On regarde la télé, annonce du confinement. 3 jours avant mon anniversaire. Annonce du confinement. Et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, je me dis, trop bien. Tout le monde est en mode dégoûté. C'est clair. Et moi, je suis trop dégoûtée. Et en fait, à l'intérieur, je suis en mode trop bien. Pourquoi trop bien ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce trop bien ? Parce qu'en fait, j'étais fatiguée. Fatiguée, j'étais surstimulée, j'avais trop de projets, je me lançais dans tellement de trucs. Et en fait, je me dis, c'est peut-être ce qu'il me faut pour me poser, quoi. Ok, tout de suite, tu le vois. Je le vois direct. Okay. Et là, le confinement est annoncé pour 15 jours. Donc, avec Victor, on se regarde, tout le monde branle-bas de combat sur Bordeaux, tous nos potes font leurs valises, tout le monde se casse dans les maisons de campagne. Ici, tout le monde s'en allait. Voilà. Donc, tu avais les bagnoles en bas dans la rue et les gens qui fourraient leurs affaires dans les parcs. Ah, c'est l'exode. C'était l'exode, quoi. Ah, c'est l'exode complet. Et donc là, tout le monde se barre, dont la meuf de Victor, qui rentre chez ses parents. Et vous décidez quoi ? Et nous, on se regarde avec Victor et on se dit, bon, on a quand même un album à finir. Il faut qu'on finisse l'album. Voilà, il faut finir l'album. À ce moment-là, on fait notre mémoire ensemble. Oui, on est les seuls 2 pélos qui avons réussi à faire un mémoire en commun. Donc, on est tout le temps ensemble. Et on se dit, c'est quoi, on prend 15 jours, on se met en mode tunnel, on fait le mémoire, on fait l'EP, et puis dans 15 jours, tout le monde revient, et c'est très bien. Et donc, on décide tous les deux de ne pas rentrer chez nos parents, de rester dans l'appart. L'appart est très cool. L'appart est immense, on a notre espace, on a un extérieur, enfin vraiment un balcon, enfin c'est trop bien. Donc, on se dit, on reste là, tranquille, et voilà, on va faire que 15 jours. C'est que 15 jours. Les 15 jours se transforment en 3 mois. Les 15 jours se transforment en quasiment 2 mois tout pile, ouais. C'est 2 mois ? C'était 2 mois tout pile. Toi, j'ai exagéré les faits. Tu vas... Les faits sur moi et 3 mois, parce que nous, on était dans l'appart à 4. Ah ouais. Bon, j'ai conscience que tout le monde n'a pas vécu son confinement de la même manière et que je fais partie des rares chanceux. Et moi, c'était carrément même agréable. En fait, il n'y a plus de contraintes. On fait comme avant, c'est-à-dire ce qu'on veut, que tous les deux, avec, en plus de ça, même plus l'obligation de sortir de chez nous. Et moi, je commence à revivre. Je re-respire à ce moment-là. Je me refocus sur moi et du coup sur mon amitié avec Victor. On fait que ce qu'on a envie, si bien qu'au bout de 3 jours, il se dit peut-être que j'appelle ma meuf, quoi. Ça fait 3 jours que je lui ai pas parlé. Ouais. Je dis en effet, ça serait pas mal. Et donc il oublie quasiment cette meuf qu'il a et qui est chez ses parents et qui elle demande qu'à avoir de ses nouvelles, lui parler, et lui il est pas dedans non plus. On va pas se mentir. Tu peux plus parler à ta psy non plus ? Je lui parle en visio, heureusement. J'en ressens de moins en moins le besoin. Parce que je me sens guérir, en fait. On m'a enlevé toutes les pressions extérieures et je fais que ce que je veux. À ce moment-là, je ne fais que ce que je veux. Et mon mémoire aussi, mais bon, mon mémoire, j'ai choisi le sujet. Le sujet, c'est Allemande 307, mon groupe de musique. Donc, si tu veux, j'ai aucune obligation extérieure. Et en fait, avec Victor, on a déjà énormément d'amour l'un envers l'autre. Un amour amical, mais un amour quand même. Forcément, à force d'être enfermés tout le temps ensemble, il y a plein de barrières, même physiques, qui tombent. On est tout le temps ensemble, on fait la sieste tous les jours ensemble. On est tout le temps, on a 2 canapés, mais on est tout le temps collés sur une moitié de un canapé quand on regarde des films ou quand on joue aux jeux vidéo. On est tout le temps ensemble. Et il y a plein de petits gestes qui commencent à apparaître. Tu en es consciente à ce moment-là ? Tu vois les changements ? Et là, je les vois. Il y a un élément déclencheur. À un moment donné, il est sur Facebook, il parle à un de ses potes, et puis il prend un appel, et il me dit « Réponds à mon pote, là, c'est une question de visuel pour l'album, réponds-lui sur mon compte Facebook. » Donc, je réponds. Et sur Facebook, quand tu reçois un message, quand tu es sur ton ordinateur, tu as une petite fenêtre qui s'ouvre en bas, quand tu reçois un nouveau message. Donc, moi, je suis en train de répondre à ce pote, et il y a une petite fenêtre qui apparaît. Et là, je vois, mon œil est attiré, j'ai pas fouillé. Je tiens à le dire, je n'ai pas fouillé. Le message apparaît. Marina envoie un message. En fait, elle répond à un message de Victor en disant « Ha ha ha, j'en étais sûre » ou quelque chose comme ça. Et en fait, en lisant l'amont de la conversation, je vois que le message avant qu'elle avait envoyé, c'était « Alors, il s'est toujours rien passé avec Estelle ?» Et la réponse de Victor, c'est « Non, pas pour le moment ». Et là, je me dis « Oula, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis où ? Je suis dans un rêve, je suis dans un cauchemar, qu'est-ce qui se passe ? Et je me dis, ok, donc moi, les réflexions que je commence à avoir là depuis quelques semaines, je suis peut-être pas toute seule à les avoir. Peut-être qu'il se passe quelque chose aussi dans sa tête à ce moment-là.
Et je commence à en parler un petit peu à mes potes et tout ça, à mes meilleurs potes. Et je me dis, mais c'est trop bizarre ce que je ressens. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça change. J'ai jamais ressenti ça pour Victor. Et là, je sais pas, j'ai tout le temps envie d'être avec lui, j'ai tout le temps envie qu'il me prenne dans ses bras, j'ai tout le temps envie qu'on soit collés. Je sens que mes sentiments envers lui évoluent et je perds le contrôle de ça. Et ça me fait super peur. Ça te fait peur? Ça me fait super peur. Ça n'a rien de grisant? Non, ça me fait super peur. Ça me fait super peur parce que je me dis, si je suis en train de me faire un film, je peux perdre mon meilleur pote avec qui je fais de la musique, avec qui je fais mon mémoire et avec qui, là, à l'instant T, je suis kéblo. Oui. Dans un appart. Ouais, la personne qui a l'air d'avoir une place quand même, une des plus importantes dans ta vie, j'imagine, quoi, à ce moment-là. Ouais. Quand tu vois ce message, est-ce que ça te fait dire, lui, potentiellement, lui aussi, il est en train de changer et d'évoluer? Totalement. Et là, tout s'accélère. Et c'est un peu c'est un peu le moment où on a enlevé le couvercle. Et là, l'eau bout, tu vois. Et là, je me dis, c'est le moment où, en fait, même physiquement, je me laisse aller et je me dis, il y a peut-être un truc là. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Et donc, le confinement continue. Et moi, ça monte dans ma tête jusqu'à la réalisation. Et je me dis, il faut que j'appelle ma pote. Il faut que j'appelle une de mes potes. Je l'appelle. Alors, je me souviens, je vais dans ma chambre, j'ouvre la fenêtre, je sors la tête par la fenêtre pour être le plus loin possible de Victor. J'appelle ma pote et je lui dis, meuf, je crois qu'avec Victor, là, je crois que je suis en train de tomber amoureuse de lui. Elle me répond. Ah bon? Elle me dit, ah, ça y est. Je fais, comment ça y est? Elle me fait, ça y est, tu percutes quoi? Tu réalises? Je dis, mais comment ça? Elle me dit, oui, c'est pas grave. Écoute, tant mieux si tu réalises, y a pas de souci. Et là, je lui dis, et là, je lui fais part de mes craintes, de mes peurs. Et elle me dit quelque chose, elle me dit, tu sais, Victor, de toute façon, il t'aime. Peut-être qu'il t'aime pas comme toi, tu l'aimes, mais de toute façon, il t'aime et jamais il t'en voudra d'avoir des sentiments pour lui. Donc, franchement, dis-lui. Je lui dis, on est en plein confinement et tout, t'imagines, je lui dis, je me prends un râteau, dur de devoir finir quand même Tu vois, tu peux pas aller à plus de 1 kilomètre de chez toi, donc je peux pas rentrer chez mes parents et tout, c'est chaud. Elle me dit, ok, vas-y, tu sais quoi, attends la fin du confinement quand même. Ah non. Et on voit. Et là, je me dis, ok, il faut que je mette un plan en place. Et là, le plan se met en place. Donc déjà, je prends un papier et je note toutes les raisons pour lesquelles je pense qu'en fait, avec Victor, on ne doit pas juste être amis, quoi, et on doit être ensemble. Et je note ça, et dans ma tête, j'essaye de réfléchir à comment je vais l'amener et tout. À ce moment-là, il est toujours un peu avec sa meuf. Hein. Et il y a un moment aussi décisif où sa meuf m'appelle et elle me dit, j'aimerais faire une chasse au trésor pour Victor dans votre appart pour son anniversaire, et à la fin, il a un cadeau. Elle me dit, est-ce que je peux t'envoyer les trucs? Et comme ça, t'écris sur les papiers, tu caches et tu fais la chasse au trésor. Je lui dis, ok. Et donc, à un moment, Victor part se balader, toujours à 1 kilomètre à la ronde. Et je fais les trucs. Et je suis là avec mon verre de vin en train de faire les trucs et de pleurer toutes les larmes de mon corps. Je me dis, c'est quand même grave, quoi. Je suis là en train de faire le cadeau de la meuf de Victor pour le mettre dans l'appart. Et ça me met pas en joie, tu vois. Non. Donc, il y a quand même un petit souci. Et donc, arrive la veille du confinement. C'est la veille du déconfinement. La veille du déconfinement, tout à fait. Et là, c'est aussi la veille de son anniversaire. Et je me dis, pour lui faire plaisir, je vais inviter des gens, puisque en fait, ça va être le déconfinement, donc trop bien. J'invite des gens pour fêter son anniversaire. Et je me dis, c'est ce soir. Ce soir, je lui dis. Et comme ça, je bois. Et comme ça, si je me prends un râteau, je dirais que c'est l'alcool et que je me rappelle de rien. Ça, c'est mon plan dans ma tête. Et moi, j'y crois dur comme fer à ce plan. Je trouve ce plan exceptionnel. La soirée se passe, j'arrive évidemment pas à boire une goutte d'alcool tellement je suis stressée. Et un de nos potes, qu'on a depuis le début, un de nos potes de l'école, vient me voir et il me dit, meuf, t'as l'air mal. Je vais pas te mentir, t'as l'air mal. Et je le regarde à ce moment-là, et s'il écoute le podcast, il se rappellera très bien. Je le regarde et je lui dis, ce soir, je parle à Victor. Et il me dit, ok, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Il a rappelé tous ses potes, il a fait, bon, nous, on va y aller. C'était une super soirée, merci d'être passé. Voilà. Et donc, il prend ses potes et tout le monde se barre. Sauf un pote qui dit qu'il a crevé, je sais pas quoi, avec son vélo et qui demande à dormir ici. Voilà, et là, je suis mal, je me dis, oh là là, mais ça met tout mon plan à mal et tout. Victor dit à ce pote, dors dans ma chambre, c'est pas grave, moi, je vais dormir avec Estelle. On va se coucher. Et là, c'est le moment, quoi. On éteint la lumière et je lui dis, Victor, il faut que je te parle. Et là, Victor me dit, ah ok, c'est maintenant donc. Et alors moi, je prends la mouche direct, je dis, mais comment ça si tu veux, on parle pas. Il me dit, non, mais vas-y, parle, dis ce que t'as à dire, il n'y a pas de souci.
Donc, je me retourne, je prends la petite liste des 13 points que j'avais écrits pour essayer de... Je savais que ça allait être compliqué, que j'allais avoir du mal à parler. Ouais. Donc, je m'étais dit, je mets à l'écrit les points comme ça, voilà. Donc, je sors mon petit papier, je l'ouvre, je commence à lui expliquer pourquoi je pense que nous, on est plus qu'amis, en fait. Et je me rappelle très, très peu de la conversation, qui n'est pas une conversation à ce moment-là, qui est juste moi qui déblatère des choses. Dans le noir, à 3h du mat, dans le lit, on ne se voit pas très bien. Et je lui dis à la fin, voilà, je te dis tout ça, parce que Inès m'a dit, Inès, c'est ma pote que j'avais appelée pour la prévenir, on va dire, et Inès me dit que de toute façon, même si tu ressens pas la même chose, tu me jetteras jamais de ta vie à cause de ça. Et il me répond, déjà, le premier truc que je voulais te dire, c'est que Inès a raison. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, je suis en train de me prendre un râteau. Ouais, ok, c'est clair. Et là, je me dis, je suis en train de me prendre un râteau. Et je dis, ok, je me casse. Il dit, non, mais reste. Je dis, non, je peux pas. Il me dit, non, mais reste, j'ai pas fini. Laisse-moi parler. Et là, il me parle de ses peurs. Il me parle de lui aussi, tout le chemin qu'il fait depuis 2 mois dans sa tête, de tout ce qu'il a remarqué comme moi, de tout ce qu'il a commencé à ressentir comme moi. Et je lui dis, en fait, moi, je t'explique, t'es une des personnes les plus importantes de ma vie. Donc, soit on décide de se mettre ensemble et on commence une histoire, soit non. Mais je veux pas d'entre-deux. Je veux pas essayer, je veux pas qu'on couche ensemble pour voir comment c'est. C'est soit on y va, soit on n'y va pas. Il m'a dit, ok, je vais boire. Donc là, il se lève, il part boire. Et moi, je suis pétrifiée dans mon lit. Et il revient. Et moi, je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Je sais pas s'il va me dire, je préfère qu'on reste amis, j'ai trop peur. Ou on y va, quoi. Et en fait, il me dit rien. Il me dit rien. Il revient et juste il m'embrasse. Et là... Alléluia. Et la soulagement. Et en fait, là, vraiment, marque le début de notre nouvelle relation. Et voilà. Et j'ai très peu de souvenirs de cette nuit-là. Mais juste attends, je peux souffler parce que là, j'étais comme ça. Ouais. Pardon. Ouais. Et je pense que toutes les auditrices et les auditeurs aussi. Ok, c'est donc arrivé. Et c'est donc arrivé. Je tiens à préciser qu'entre-temps, il avait quitté sa meuf. Ok. Avant. On précise. Voilà, je précise. Oh, waouh. Et du coup, tu dis, tu te souviens pas de cette nuit vraiment? Très peu, ouais. Très peu. Tu étais dans un état second. Ouais. J'étais trop stressée. Vraiment, mon cerveau, il a keblo, quoi. Il a bloqué tout. Et depuis, j'ose pas poser la question. Moi, je lui avais dit, de toute façon, c'est soit on se met ensemble ad vitam aeternam jusqu'à ce que la mort nous sépare, soit on n'y va même pas, quoi. Donc aujourd'hui, on habite ensemble à Paris, on est pacsés, on a un petit chat qui est très mignon. C'est une évidence. Et c'était une évidence pour nous, je pense, depuis bien avant le confinement. C'est juste que, en tout cas pour ma part, je sais que je me suis juste pas autorisée à me dire, là, c'est ok, quoi. C'est ok, tu peux baisser tes barrières, tu peux arrêter de vouloir te battre pour tes idéaux, tu peux croire en l'amitié homme-femme alors que Victor est l'homme de ta vie. C'est pas un problème. Est-ce que c'est ça que tu as envie de dire aux auditeurs et aux éditrices de Crush? Est-ce que c'est il faut s'autoriser à... Il faut s'autoriser à quoi, d'ailleurs? Il faut s'autoriser à vivre ses émotions. Et il faut s'autoriser à aimer, là, dans le cas de Crush. Il faut vraiment s'autoriser à aimer. Rien ni personne peut vous empêcher de vivre une histoire. Et nous, on a de la chance d'avoir des gens qui nous soutiennent, qui nous aiment. Quand j'ai dit à ma mère que je sortais avec Victor, elle m'a dit « D'accord ». Je dis « Ok, ça te fait rien ?» Elle me dit « Chérie, il y avait que vous qui n'étiez pas au courant. » Voilà. Et ma grand-mère, quand je lui ai dit que je sortais avec Victor, elle m'a dit « Mais c'était pas déjà le cas ?» Voilà. Donc on a de la chance d'être entouré de gens qui croyaient en nous et surtout qui sont pleins de positivité et d'amour envers nous. Et je sais qu'il y a des gens pour qui c'est pas le cas, mais rien doit t'empêcher de ressentir tes émotions et d'aimer, quoi. Qu'est-ce qui a débloqué le truc, tu crois? T'étais clairement dans le déni, t'en es très consciente aujourd'hui quand tu me racontes. Parce que après, se dire, réussir à s'autoriser à, c'est toujours pareil, on n'appuie pas sur un bouton, tu le sais mieux que personne. Tout à fait. Et donc, ce qui m'intéresse de comprendre, c'est, à ton avis, pourquoi ça s'est débloqué? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est le travail que tu as fait sur toi-même? Est-ce que c'est le regard des autres? Des petits signes? Moi, je pense qu'il y a plein de petites choses. Ouais. Je pense que la thérapie et le fait d'avoir vu une psy aussi m'a énormément aidé à verbaliser des choses.
Elle m'a aidé à prendre conscience que l'attitude que j'avais envers la copine de Victor, elle n'était juste pas fondée, en fait. Et elle m'a forcé à essayer de comprendre pourquoi j'avais cette attitude envers elle. Ouais. Et elle n'était pas normale en tant qu'amie, on va dire. Ouais, elle n'était pas du tout normale en tant qu'amie. Enfin, et même en tant qu'être humain, elle n'était pas normale. T'as raison. Et je m'excuse platement pour ça. Et je reconnais mon tort complètement. Et ça, et le fait de se couper de l'extérieur et de regarder à l'intérieur. Prendre le temps, en fait, de se poser les bonnes questions. Prendre le temps de se poser les bonnes questions. Et moi, j'avais jamais pris ce temps-là. Tu l'as eu avec le Covid confinement, et le confinement. Et vraiment, je passais des nuits entières dans mon lit à me poser des questions. Ouais, à te regarder, à être concentrée sur toi, quoi. Ouais. Et je me projetais, je me disais, là, si je m'imagine en train d'embrasser Victor, ça me fait quoi, en fait ? Juste, il fallait que je me pose la question. Et j'ai pris ce temps-là. Et j'ai eu de la chance d'avoir le confinement pour me pousser à le faire. Et c'est quelque chose que je fais aujourd'hui au quotidien. Okay. Sur tous les aspects de ma vie. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que je ressens vraiment ? Mais ça demande un travail d'introspection énorme. Ouais. Et qui n'est pas simple. Non, qui n'est pas simple. Qui n'est pas simple. Bah, on n'a pas toujours, justement, l'espace, le temps et tout ça pour le faire. Et puis, je pense qu'il y a une volonté, au fait, aussi au départ. Tu vois, il y a un élan qui vient aussi d'avoir envie de comprendre tout ce qui se passe aussi. Tu vois, et c'est pas forcément facile. Ouais. Des fois, ça fait peur. Tout à fait. Et je pense que toi, pendant un certain nombre d'années, tu as aussi eu peur d'aller au-delà du truc, tu vois. Tout à fait. Ouais. Ok. Incroyable. Est-ce que tu veux laisser un petit message à Victor ? Tu veux lui glisser un mot ? Ouais, j'y ai pas du tout réfléchi, mais en racontant l'histoire, ce que j'ai envie de lui dire, c'est merci tout au long de notre relation, depuis le premier jour, de m'avoir choisi, envers et contre toutes et tous. Et c'est grâce à ça, c'est en se choisissant mutuellement tout au long de notre vie qu'on en est là aujourd'hui. Merci beaucoup, Estelle. Merci à toi pour ton accueil, c'était super. Très, très belle histoire. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be